ce silence. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier, la semaine dernière, on a vu la loi selon le droit privé, qui se décline en 4 catégories. Loi supplétive, loi impérative prohibitive, loi supplétive ou interprétative, loi générale et loi spéciale. Aujourd'hui, on va voir la loi selon le droit public. Comment la loi voit comment le droit public voit la loi. Par quoi on va commencer? On va commencer par la pyramide de Kelsen. La pyramide de Kelsen, le juriste autrichien qui a établi ce qu'on appelle la pyramide des normes juridiques. La pyramide des normes juridiques. Haram Tawar Qanounia. Au sommet de la pyramide, on parle des lois. La Constitution. En bas de la pyramide, on trouve les contrats. On a la Constitution, on a les traités internationaux, on a les lois organiques, on a les décrets du Premier ministre, on a les arrêtés ministériels, on a les arrêtés préfectoraux, on a l'arrêté municipal, on a plusieurs arrêtés. Ce sont tous des lois. Et on a quoi? On a une hiérarchie. On a une hiérarchie. C'est-à-dire, on a un classement. La Constitution se place au sommet, suivi des traités, des lois organiques, des décrets du Premier ministre, des arrêtés ministériels, des contrats. Pour chaque classement, il y a une logique. Pourquoi vous êtes classé premier? Vous avez eu une bonne note. Pourquoi le deuxième a été classé? Il y a une logique pour un classement. C'est la même chose pour cette pyramide des normes. C'est pour cela, le droit public se pose la question: sur quelle logique se base la hiérarchie des normes juridiques. Le droit public se pose la question, c'est sur quelle logique se base la hiérarchie des normes juridiques? Certainement, il y a une logique. D'accord? Le droit public nous répond. Il pose la question et il nous répond. La pyramide des normes juridiques se base sur 2 logiques. On a 2 logiques. La première, l'organe qui édite le texte. Deuxième logique, la procédure d'adoption du texte. 2 logiques. La première, l'organe qui édite le texte, c'est-à-dire
D'où vient, rappelez, oui c'est ça, la source du texte, qui l'a rédigé, d'où vient-il? Si vous vous rappelez, la question qu'on s'est posée la première séance, qu'est-ce qui justifie une norme? La justification, c'est par rapport, la justification, c'est par rapport à la source. Et si l'importance du texte, autrement dit, l'importance du texte a relation avec deux choses. L'organe qui édite le texte, qui a rédigé le texte, qui l'a établi. D'accord? D'où vient le texte? Et comment on l'a adopté? Quelle est la procédure qui a été adoptée pour donner naissance à ce texte? Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est clair? Très bien. Je reprends. On a une pyramide des normes juridiques. Ça marche? Le droit public cherche à savoir la logique sur laquelle se base cette hiérarchie. On a dit qu'on a deux logiques. La première, l'organe qui édite le texte. La deuxième, la procédure d'adoption du texte. Très bien. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par la Constitution. Ça marche? On arrête. La Constitution. La Constitution de Sceaux. Si vous demandez à quelqu'un c'est quoi une constitution, il va vous répondre de la façon la plus simple. La Constitution, c'est la loi suprême. La Constitution, c'est la loi suprême. Le Qanun al-Asma. La Constitution, c'est la loi mère. La Constitution, c'est la loi mère. Si vous voulez comprendre comment fonctionne un État, lisez sa Constitution. D'accord? Si vous voulez avoir une idée sur les droits que vous garantit l'État, lisez la Constitution. Dans cette pyramide-là, il y a plusieurs lois. Toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. C'est-à-dire, si je veux adopter un traité, si le traité contient des stipulations qui sont contradictoires par rapport à la Constitution, on ne l'adopte pas. On ne l'adopte pas. Si une loi organique a adopté et qui n'est pas conforme à la Constitution, on ne l'adopte pas. La première idée qu'il faut avoir, quand on parle de la Constitution, on parle d'une loi suprême. On parle d'une loi mère. On parle d'une loi dont toutes les lois doivent s'y conformer. Toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. C'est ce qu'on... Et toutes les lois du traité, loi organique, décret, arrêté, toutes ces lois passent par un contrôle effectué par le Conseil constitutionnel. Ce contrôle s'appelle le contrôle de la constitutionnalité des lois. Le contrôle de la
constitutionnalité des lois. مراقبة دستورانية القوانين. Le contrôle de la constitution, c'est-à-dire avant même de voter une loi. Si je me permets, c'est la maladie. Très bien. Alors, je disais, la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est la loi mère. Toutes les lois doivent s'y conformer. Toutes les lois passent par un contrôle. Avant même de voter n'importe quel texte juridique, on vérifie tout d'abord sa constitutionnalité. Mais c'est important ce qu'on accorde à la Constitution. Il faut chercher le pourquoi. Pourquoi la Constitution est la loi mère? Pourquoi la Constitution est considérée une loi suprême? Pourquoi? Certainement, il y a une raison. Hein? La raison, c'est le droit public. Hein? Il nous a dit qu'en quoi il faut chercher l'organe qui édite le texte. N'est-ce pas? Il faut chercher l'organe qui édite le texte. Qui édite la Constitution? Quelle que soit l'institution. Le roi. Le roi est une institution. Quand on dit roi, ce n'est pas une personne physique. D'accord? C'est une institution. D'accord? Le roi, une commission parlementaire, ou n'importe quelle institution ayant le pouvoir de rédiger et d'éditer la Constitution, comment on l'appelle? Qui édite le texte? Le pouvoir qui édite le texte, ou le pouvoir qui édite la Constitution, on l'appelle le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant. C'est le pouvoir constituant. C'est lui qui édite la Constitution. Monsieur, Oui, monsieur. est-ce qu'on vote pour n'importe quelle constitution? Comment ça? Si on accepte, on n'accepte pas. Attendez. Je vais en venir. Je vais en venir. Qui édite la Constitution? C'est le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il se place il se retrouve devant deux situations. Soit l'une, soit l'autre. C'est pas les deux à la fois. Non. Il se retrouve devant deux situations. La première situation, soit il va élaborer la Constitution pour la première fois de la vie d'un État. Le cas du Maroc, en 1962. Feu Hassan II, après la mort de Mohamed V, il nous a octroyé une constitution. Avant, on n'avait pas de constitution. D'accord? Avant, on n'avait pas de constitution. Alors, le premier cas, on n'a pas de constitution et on veut l'avoir. Parfois, un État nouvellement créé, comme le cas des pays de l'Est, hein, nouvellement indépendants du pôle soviétique qui n'est plus, ils ont déclaré leur indépendance, et ils avaient besoin de quoi? D'une constitution. Ça veut dire que c'est leur première constitution. Changement de régime. Quand on change de régime, 2011, en Égypte par exemple, l'ère Hosni Moubarak et l'ère Morsi. Hein? Qu'est-ce qu'on a? On a complètement supprimé la constitution de l'ère Hosni Moubarak et on a donné naissance à une nouvelle constitution. C'est-à-dire, le pouvoir constituant
La première situation, il se retrouve devant une première situation. C'est-à-dire, elle est là, le pouvoir. La rédaction de la Constitution. Avant, il n'y avait pas de constitution. Il n'y avait pas de constitution. D'accord? On en aura besoin. Il n'y avait pas de constitution. Je veux dire la phrase autrement. Puisqu'il n'y a pas de constitution, ou il n'y a plus de constitution, le cas de l'Égypte, il n'y avait plus de constitution. Il y avait une constitution pendant l'ère Moubarak, on l'a rejetée, on n'a plus de constitution. Il nous faut une nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Il y avait deux constitutions. Il n'y avait pas de constitution. Il n'y avait pas de constitution est égal à quoi? Est égal à un vide constitutionnel. Un vide constitutionnel. Un vide constitutionnel. On n'a pas de constitution. Dans ce cas-là, le pouvoir constituant qui va nous rédiger la constitution pour la première fois ou une nouvelle constitution qui n'a rien à voir avec la première, on l'appelle, ce pouvoir, il va rédiger. Dans ce cas-là, on a pouvoir constituant originaire. Pourquoi originaire? Parce qu'il sera à l'origine de la Constitution. C'est pourquoi il est originaire. Il est à l'origine de la Constitution. C'est pour cela qu'il est originaire. Un pouvoir constituant originaire, une autre appellation, absolue. Si j'ai un pouvoir absolu, cela veut dire quoi? Cela veut dire je ne suis pas contrôlé. J'ai pas de limite. On va faire ce qu'on veut. On va écrire ce qu'on veut et comme on veut. Quand on est pouvoir absolu, le pouvoir constituant va écrire ce qu'il veut et comme il veut. C'est pas la même chose, hein? Je vais vous dire, parlez-moi de la couleur rouge. N'importe quelle langue, est-ce que j'aurai les mêmes textes? Non. Chacun va écrire le texte qu'il veut. Mais dans ce cas-là, mes chers étudiants, le pouvoir constituant, il va profiter de quoi? Il va profiter de ce vide constitutionnel. Il va écrire ce qu'il veut et comme il veut. Le pouvoir constituant, quand il est absolu, il est souverain. Et quand on est souverain, on fait ce qu'on veut. N'est-ce pas? Rappelez-vous très bien de cette souveraineté. Parce que cette souveraineté aura affaire à une autre souveraineté. Dans ce coup-là, c'est la souveraineté. Alors, il est souverain, le pouvoir constituant, dans ce cas-là.
Il va écrire ce qu'il veut, comme il veut. D'accord? La deuxième situation. La deuxième situation, et s'il y a rédaction, avant, il y avait constitution. Il y avait une constitution. Et si je ne parle pas d'une rédaction, non, 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 non. Oui. On parle de révision. On va réviser la Constitution. D'accord? Dans ce cas-là, le pouvoir constituant, il va réviser la Constitution selon la conjoncture, la hasab darfiya, comme c'était le cas en 2011 au Maroc. On a révisé la Constitution. Bien sûr, la conjoncture, c'était quoi? C'était le printemps arabe dans le monde arabe. D'accord? On a lancé des révisions pour éviter le pire. Ça marche. Très bien. Quand on révise une constitution, est-ce qu'on va écrire ce qu'on veut et comme on veut? Est-ce qu'on n'est pas contrôlé? Donc j'ai une référence, il y a déjà une constitution. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réviser. Et quand on révise, on a un pouvoir constituant relatif et on dit dérivé. Relatif ou dérivé. C'est-à-dire, il n'a pas un pouvoir absolu. Il va réviser ce que la conjoncture lui impose. Ça marche. Est-ce que c'est clair pour le pouvoir constituant? Ne me dites plus, oui, c'est le roi qui rédige, je sais que c'est le roi qui rédige. Utilisez le jargon exact. Qui rédige la Constitution? Le pouvoir constituant. Qui rédige la Constitution? On a combien de pouvoirs constituants? 2. Le premier. Pourquoi il est absolu? Parce qu'il n'y avait pas de constitution. Soit on a besoin d'une nouvelle constitution. D'accord? Il profite de quoi? D'un vide. Deuxième type de pouvoir constituant. Relatif. Ou bien dérivé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va que... Il est souverain. Quelle que soit la situation, il est souverain. Très bien. On a répondu à la première question. Qui rédige la Constitution? Maintenant, la procédure d'élaboration de la Constitution. Comment on adopte plutôt la procédure d'adoption de la Constitution? Comment on adopte une Constitution? À votre avis, qui l'adopte? Qui adopte la Constitution? C'est vous. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui vote la Constitution. La pyramide qu'on a vue, la seule loi qui est votée par le peuple est la Constitution. La seule loi qui est votée par le peuple est la Constitution. Le peuple, qu'est-ce qu'il va voter? Écoutez, qu'est-ce qu'il va voter? Il va voter une loi mère. Il va voter une loi suprême. Il va voter une loi que toutes les lois doivent s'y conformer. Vous allez voter une référence. Vous allez voter la colonne vertébrale de la vie juridique de l'État. Vous n'allez pas voter n'importe quoi. Et attention, le pouvoir constituant qui était souverain, il ne va pas vous imposer la Constitution. Il va vous la proposer.
C'est pour cela, on dit la proposition d'une constitution. Muqtarah Dastour. On ne vous impose pas une constitution. Et puisqu'on ne vous impose pas une constitution, cela veut dire quoi? C'est là où se manifeste la souveraineté du peuple. C'est là où se manifeste la souveraineté du peuple. C'est là où le peuple doit être zéro analphabète. Un peuple qui va voter un texte, il doit le lire et savoir le lire. Et si le peuple ne sait pas lire, il y a une société civile qui doit sensibiliser le peuple. S'il y a des choses à éviter, on ne vote pas la Constitution. Si on est pour la Constitution, on va la voter. C'est pour cela, la manifestation de la souveraineté du peuple lors du vote, qu'on appelle quoi? On appelle le référendum. Qu'on appelle le référendum. C'est en ce moment-là que le peuple manifeste une souveraineté. Machiavel a transmis un message au prince. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu ne vaux rien sans le peuple. Mais le peuple doit savoir qu'il ne vaut rien sans toi. Vous avez compris? Comme le prof. Le prof, il sait très bien qu'il ne valent rien sans ses étudiants. Mais il vous fait comprendre le contraire. Vous ne valez rien sans moi. Voyez? La souveraineté du peuple, c'est en ce moment-là où il se manifeste. C'est-à-dire, on se prépare à ce moment pour qu'on ne nous impose pas des textes qui restent illogiques. Vous pouvez lire les constitutions de toutes les dictatures du monde. Vous allez voir que le peuple a voté des choses bizarres. Parce qu'il n'était pas souverain. C'est lui la cause déjà. Parce qu'il a négligé les bibliothèques. Alors, certainement. Mais là, on est dans l'obligation, mademoiselle, de distinguer entre référendum et plébiscite. Dans les journalistes, tantôt ils disent référendum, tantôt ils disent plébiscite pour nous faire croire que... Et pour nous faire comprendre que référendum veut dire plébiscite. Non. Référendum est une chose, plébiscite en est une autre. Référendum, c'est lorsque le pouvoir constituant propose au peuple la constitution. Il le laisse tranquille. Il n'essaie pas de le manipuler. Le peuple ici est libre de choisir. Soit il est pour, soit il est contre. Plébiscite. Il vous propose la Constitution. Et il se donne le droit d'impacter la décision du peuple. Est-ce que vous avez compris le référendum ou le plébiscite? Est-ce que vous avez compris pourquoi la Constitution est la loi suprême? Ah, je termine en vous disant une petite logique. Si vous votez une référence, vous avez voté une constitution, toutes les lois doivent être conformes à la constitution, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez voté le code de la route? Non. A est égal à B. B est égal à C. Ça veut dire A est égal à C. J'ai voté une référence. D'accord?
avant d'adopter un code, il doit être conforme à la Constitution. C'est-à-dire qu'il doit être conforme à ce que moi j'ai voté. C'est-à-dire tout ce que l'État va adopter est conforme à mes choix. Est-ce que vous avez compris? Je vous remercie infiniment. Merci.